Bonsoir à tout le monde, on est super content de vous avoir avec nous ce soir. Maxime va commencer la conférence et puis on a deux collègues qui nous rejoindront et qui vous présenteront aussi la façon dont ils fonctionnent dans leur établissement respectif. Et puis on fait tous partie du groupe académique ressources sur les activités APPN, notamment l'escalade, donc on travaille à l'année tous ensemble. Moi je suis plutôt à l'université maintenant et puis Max et les collègues sont sur le terrain avec les élèves et donc ils pourront vous faire part un peu de ce qu'ils proposent. Alors aujourd'hui on a décidé de faire un rappel bref sur la sécurité. Samedi on aura le temps de revenir pas mal dessus et puis on vous présentera une petite innovation sur comment assurer et notamment garantir la sécurité des élèves avec un nœud que Maxime vous présentera. Alors tout d'abord, pour commencer, ce qui est important et je pense qui est essentiel dans notre métier, bon certes c'est de savoir, mais c'est surtout de savoir repérer, savoir identifier et reconnaître rapidement des indices qui vous permettent d'agir vite pour garantir la sécurité ou bien sûr d'anticiper pour ne pas que ces problèmes apparaissent. Alors ça c'est des vidéos qui sont prises en contexte scolaire. Vous allez voir effectivement une organisation de classe où les élèves ça va, bougent pas trop, mais en termes d'assurage 5 temps, on est loin encore de maîtriser. Les rôles sociaux, notamment en contre-assurage, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et si on regarde les tapis, l'organisation, on est loin d'avoir une situation satisfaisante pour cette activité. Et il est important et très rapidement d'identifier ces obstacles pour que vous puissiez ne pas laisser un cours se dérouler de cette manière-là. Si je vous montre d'autres vidéos, voilà, on a des gestes qui commencent à être construits, mais les assureurs sont beaucoup trop loin du mur. On ne peut pas laisser une classe assurée et continuer à grimper dans ces conditions-là. Si on regarde un peu, même si ça bug un tout petit peu, les élèves commencent à être sur le mur pendant qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore installés le descendeur, que le descendeur c'est un mousqueton à 8 et que celui-ci il est interdit. Là, il y en a dans tous les sens, on n'arrive pas à repérer une organisation, je ne sais pas quel élève fait quoi. C'est compliqué de pouvoir garantir la sécurité des élèves dans ces conditions. Si on regarde l'assurage, on voit que la fille elle est concentrée mais son copain derrière fait rien. Les manips elles sont pas bonnes puisqu'elles croisent devant. Ça va vite dans une classe, mais ça ce n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser les élèves pratiquer dans ces conditions. Et là la circulaire de 2017 elle est bien claire là-dessus. C'est que vous êtes le garant de la sécurité et vous devez faire en sorte que ça ne puisse pas se produire. Dans les différentes situations, ce qui est important, ce qui nous semble important, c'est d'essayer d'avoir 3 indicateurs vraiment forts de l'analyse. À la fois, tout ce qui est relatif aux conditions matérielles. Là, vous avez pu voir, les tapis ne sont pas joints, ils ne sont pas de la même épaisseur. Les tapis étaient déchirés. Ça, rien qu'en structure, c'est pas possible. Les élèves sont un peu partout, il n'y a pas d'espace d'intervention possible rapide pour l'enseignant, c'est pas possible non plus. Le matériel utilisé, le descendeur, c'est pas le bon. Un 8 est interdit, donc on ne l'utilise plus. Et il faut connaître son matériel. Pareil, il faut regarder l'organisation du groupe. Est-ce que les cordées sont équilibrées? Pareil, la circulaire rappelle bien qu'on ne peut pas avoir plus de 10 kg d'écart entre les élèves. Alors bien sûr, on peut par exemple faire une vrille en haut pour compenser, mais ça a ses limites. Parce qu'au bout d'un moment, en termes de manipulation, ça freine la corde et les élèves finissent par faire d'autres erreurs si celle-ci n'est pas souple. Pareil, s'ils sont, vous avez vu comme tout à l'heure sur la vidéo, s'ils sont loin de la paroi, ce n'est pas acceptable. S'il y a chute, ils risquent de perdre leurs appuis. S'ils perdent leurs appuis, ils vont tout lâcher, se réceptionner et il y aura effectivement chute derrière. Donc, pareil, s'ils sont tous au même endroit, qu'il y a des observateurs, des contre-assureurs, ça on perd en lisibilité dans la classe et derrière on n'arrivera pas à contrôler efficacement son groupe. Enfin, bien sûr, il y a les recommandations techniques, alors on aura le temps d'y revenir samedi pour refaire avec vous l'ensemble des manips s'il y a besoin.
Mais assurer en 5 temps, mettre un baudrier, faire un nœud en 8, doubler, faire un nœud d'arrêt, derrière et vérifier ce matériel-là, ça doit être quelque chose qui est non négociable, non discutable. Il y a une seule chose à faire, si c'est un assurage en 5 temps, c'est un assurage en 5 temps et il n'y a pas d'autre méthode. Pour moi, pour nous là, ces 3 paramètres, c'est quand je rentre dans une classe, je regarde l'organisation, je regarde comment les groupes et les élèves sont répartis et comment s'organisent-ils. Et puis je regarde bien sûr tout ce qui est relatif à la gestuelle technique, à l'équipement de mes grimpeurs. Circulaire 2017, l'enseignant est garant de la sécurité. N'oubliez pas, et notamment les programmes insistent sur le fait que être garant de la sécurité c'est une chose, mais être enseignant c'est former à la sécurité. C'est développer les compétences sécuritaires et le savoir gérer sa propre sécurité et celle des autres. C'est un objet de formation. Donc il faudra être capable à la fois de garantir la sécurité, mais également de former. On ne va pas faire un détail de tous les textes, mais par contre c'est simple, que ce soit sur la FC3, la FC4, au collège, la sécurité est omniprésente, que ce soit au lycée. Dans les 3 AFL, la sécurité est systématiquement mise en avant. C'est un incontournable et c'est quelque chose, un point de vigilance qui est important. Enfin, on va revoir un petit peu, et on a pris quelques passages des textes. La chaîne de sécurité, c'est une chaîne de contrôle qui ne peut être déléguée et on ne peut se substituer à l'enseignant pour le faire. Donc, je vais faire la différence entre 2 notions. Celle de déléguer, vous ne pouvez pas vous décharger de cette responsabilité sur le dos de vos élèves. Ça veut dire que vous ne pouvez pas seul le laisser faire les manips de sécurité sans que vous soyez là, présent, pour les vérifier et les contrôler. Par contre, vous pouvez dévoluer ce geste-là aux élèves. Ils peuvent apprendre à le faire, le mettre en œuvre, savoir s'équiper, derrière, toujours sous le contrôle et la supervision de l'enseignant. Donc, former, oui, mais toujours sous le contrôle. Et on va voir ce contrôle-là, il doit être systématique. La circulaire, donc elle rappelle bien, si je vais sur la diapo suivante, que la vérification elle est visuelle et tactile et qu'elle doit être impérativement réalisée par le professeur. La surveillance à distance ne peut être suffisante. Donc il y a 2 points essentiels que beaucoup de collègues parfois se disent tiens je vais le faire au début de formation et puis une fois que je l'ai fait c'est bon, les élèves savent faire, je n'ai plus besoin de le faire. Non, ça c'est pas possible. Il est vraiment systématique. La vérification elle doit être visuelle, étatique, on doit se déplacer, prendre en main le matériel, vérifier comment il est mis en place. À chaque fois qu'un élève va partir, donc il va avoir demandé beaucoup de temps à l'enseignant, notamment quand on va pratiquer en voie. Et le parti pris qu'on prendra ce soir, c'est de vous montrer que derrière en escalade, si on veut remettre de la motricité au cœur de notre formation, mais il est peut-être important de profiter des phases de bloc pour pouvoir intervenir majoritairement dessus. Donc la surveillance à distance, elle est insuffisante. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder de loin en disant « c'est bon, le nœud est bien fait ». Vous n'avez pas le choix. Vérification systématique par l'action de l'enseignant. Enfin, nœud de sécurité, on va parler de 2 aspects. Lorsque vous assurez, il faut un dispositif qui empêche le retour au sol. On va en aborder plusieurs, on va essayer de voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Dans la circulaire, il est marqué que peut être utilisé un nœud de sécurité, appelé aussi nœud de queue de vache, ou tout autre système, dispositif qui permet d'empêcher l'élève de retourner au sol. Donc quand l'élève va grimper, il s'encorde, l'assureur assure, et lorsqu'il va dépasser la ligne des 3 mètres, on doit en dessous du descendeur venir faire un nœud ici queue de vache, qui va venir se bloquer dans le descendeur en cas de chute. Ce nœud est une des solutions les plus efficaces. Nous, on vous proposera aussi une innovation, c'est un nœud queue de mule. L'avantage, on verra, qui peut être fait par l'élève, mais il y a tout un process de formation pour pouvoir apprendre à faire ce nœud-là. Donc, petite remarque particulière, qu'on soit bien clair ici ensemble, il y a plusieurs d'entre vous qui passent les concours, vous utilisez le nœud de queue de vache. D'accord ?
Des propositions qu'on vous fera ici, c'est parce que derrière on teste, on les met en place avec les élèves, on vérifie que effectivement c'est plus ou moins efficace. Mais pour le moment, la circulaire vous indique d'utiliser plutôt le nœud de queue de vache, vous utilisez le nœud de queue de vache. D'accord? Ça c'est important. On est dans le cadre de la EPS, donc nous on veut aussi vous faire voir les réflexions qu'on peut porter pour essayer de gagner en temps de pratique effectif avec les élèves et essayer de gagner en efficacité dans notre travail au quotidien. Juste peut-être pour voir un petit peu rapidement ce qu'est et comment s'organise, ça c'est des vidéos qu'on vous laissera. Quand l'élève est arrivé, l'enseignant vient, fait un nœud en dessous de descendeur et permet au grimpeur de continuer à grimper. S'il y a chute, ce nœud vient se bloquer dans le descendeur et évite le retour au sol. Alors, certains utilisent un contrassureur, il y a des dispositifs autobloquants. C'est sur ces points-là qu'on va un peu insister maintenant. Alors, on va vous montrer, pour introduire plusieurs dispositifs, le SafeTube, les bloqueurs, on parle d'autobloquants dans ce qu'on entend parler, hein, le contrassurage, le nœud de queue de vache et aussi le dispositif. On va essayer de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux et pourquoi nous on fait le choix plutôt queue de vache, plutôt nœud de queue de mie. On s'est mis au boulot et on vous a fait une petite étude comparative qui permet donc par ces 5 systèmes de rentrer dans les clous de la circulaire de 2017. Donc on a fait un petit podium classé donc, de ce qui nous semble être le moins pertinent en termes d'efficacité d'enseignement jusqu'au plus efficace. Donc le SafeTube, donc, qui est un dispositif, ça ne marche pas, petite zapette, si, voilà. Alors un dispositif qui est destiné aux contrassureurs, d'accord, donc les cordées sont en trinôme et le contrassureur est équipé de ce système-là. Très efficace, voilà, on a fait avantage, inconvénient, efficacité hors pair, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul problème, c'est que nous, on liste plus de points négatifs que de points positifs. Coût financier, puisqu'il faut équiper le contrassureur en plus de l'assureur. Neutralisation du système possible, c'est-à-dire que si les manips ne sont pas les bonnes, le système n'agit pas. Voilà, comme tout bloqueur, comme tout système bloquant, une mauvaise manip le déconnecte et il est inutile. Le gros point négatif que nous on souligne, c'est que le problème du SafeTube, c'est qu'il va en fait devoir induire des apprentissages qu'on cherchera à déconstruire par la suite. On cherche à construire chez nos grimpeurs un réflexe de blocage en cas de chute. Le SafeTube ne sera efficace que si au contraire le contrassureur n'agit pas. Une action du contrassureur entraînera un non-blocage en fait. Voilà, donc c'est nous l'apprentissage qui paraît contre-intuitif et qui nous chagrine un petit peu. Le gros désavantage, c'est quand même que les cordées fonctionnent en trinôme, ce qui induit un temps d'engagement moteur faible, et pour nous, c'est le nerf de la guerre, et voilà, c'est pour ça qu'on va vous proposer des solutions. La deuxième option, c'est l'option bloqueur, donc que ce soit le ClickUp, le Grigri, le Smart ou le Joule, donc chaque marque fait un petit peu sa popote, mais l'objectif, c'est des aides au freinage, donc qui se rapproche du système bloquant, même si on ne trouve jamais ce terme-là dans les notices constructeurs. Pas de problème d'efficacité, c'est une évidence. Par contre, ils sont chers, donc le gris-gris, c'est 80 €, le ClickUp qui est vendu, bien sûr, avec le mousqueton indissociable, on tourne aussi dans ces tarifs-là. Le Joule, le Smart, blocage ok, mais un coût assez important. Dans le même cas que le SafeTube, la neutralisation est possible, c'est-à-dire qu'un élève qui décide de neutraliser le blocage, il y a possibilité de déverrouiller le système et le retour au sol redevient possible. Et le gros point noir, c'est que pour nous, ils sont déresponsabilisants. C'est-à-dire que les élèves, en un cours, ont bien compris qu'ils pouvaient se permettre de la jouer un petit peu light et de ne pas être très carré sur les consignes de sécurité, puisque de toute façon, en cas d'erreur, le système d'assurage qu'on leur a confié prend le relais. Donc pour nous, forte déresponsabilisation dès lors qu'on propose un bloqueur et pas un système frein uniquement. Le système suivant, donc, qui est très répandu en EPS, le contrassurage. Donc un troisième partenaire de cordée est missionné pour tenir la corde et intervient en cas de défaillance de l'assureur.
Les petits points plus, les petits points négatifs également. Efficacité, elle n'est plus approuvée si c'est fait correctement. Le trinôme permet une gestion de gros effectifs de classe, parce que si on se retrouve avec 35 élèves en lycée, on est bien d'accord qu'on n'a pas toujours une ligne de corde pour chaque cordée. Et les deux gros points négatifs, c'est que ce rôle-là est rébarbatif. Et au bout d'un cours, les élèves s'aperçoivent qu'ils interviennent dans 0,005% des cas. Et donc, ils sont plus réellement prêts et attentifs au moment où ils doivent réellement intervenir. Une fois de plus, l'aspect trinôme induit un temps d'engagement moteur faible, ce qui nous dérange. La deuxième option, donc, qui vient d'être présentée un petit peu par Benjamin et sur laquelle la circulaire insiste, c'est la queue de vache. Donc queue de vache qui a un nœud simple réalisé sous le système d'assurage. Son efficacité n'est plus approuvée. Elle permet une fois de plus de gérer des gros effectifs de classe puisqu'elle impose un trinôme. Elle est mentionnée dans la circulaire 2017, ce qui est un élément quand même extrêmement vendeur, notamment quand on passe un concours. C'est écrit. Et le problème, c'est qu'on reste encore sur des trinômes puisque la queue de vache ne peut pas être défaite à une main, donc ne peut pas être défaite par un assureur sans un contre-assureur présent derrière. C'est pour ça qu'on en vient à notre proposition du nœud de mule, donc on va présenter de manière un petit peu plus précise juste derrière. Le gros avantage du nœud de mule, c'est que les cordées vont très vite passer sur des binômes. Ce qui nous intéresse particulièrement, donc l'efficacité, vous allez pouvoir la constater. On passe sur des binômes, temps d'engagement moteur important. L'enseignant est libéré de la contrainte de sécurité. On va pouvoir enfin enseigner l'escalade et pas seulement gérer des nœuds. Il va pouvoir être réalisé à une main, ce qui induit un apprentissage moteur assez fin. Donc on rejoint les objectifs généraux de l'EPS. Et les élèves apprennent un nœud supplémentaire, puisque c'est le nœud de mule, ce qui constitue un élément de culture grimpe. Le seul point négatif qu'on voit, c'est qu'il faut être un petit peu rigoureux. Les élèves doivent passer par plusieurs étapes pour construire cette habileté, mais vous allez voir que ça se fait de manière assez évidente si on passe par toutes les étapes. Pour être sûr de se mettre bien d'accord sur ce dont on parle, donc le nœud de mule, c'est ce que vous présente Alain. Hop. Donc il réalise une boucle et il va attraper le brin qui descend au sol pour réaliser un nœud, donc le nœud de mule. Le gros avantage de ce nœud là, c'est qu'il va pouvoir être détressé par l'assureur après quelques étapes d'apprentissage et après sa maîtrise. Donc on vous propose en fait 3 permis successifs. Un premier permis qu'on appellera le permis descente, donc tous ces permis s'adressent à l'assureur. Permis descente, donc l'assureur gérera le nœud de mule uniquement sur la phase de descente. Le deuxième permis, c'est le permis montée, il le gérera à la phase de montée et à la phase de descente. Et le permis autonome, où là, il le gérera entièrement et l'enseignant qui aura seulement dévolué et pas complètement abandonné son rôle d'enseignant, n'aura qu'à vérifier si le nœud a été correctement fait, s'il est bien présent. Mais normalement, l'élève a fait la preuve de la maîtrise technique du nœud et de son utilisation. Concernant le détail des étapes, donc sur le permis descente, en phase de montée, donc sur cette étape, les élèves sont encore en trinôme, et on insiste sur la réalisation purement technique du nœud, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à la bonne réalisation, qui soit fait dans le bon sens, dans les règles, correctement serré, etc. En phase de montée, le contre-assureur va réaliser le nœud. C'est donc, pour l'instant, l'assureur se contente de bloquer son grimpeur, et là, le contre-assureur réalisera le nœud. On demande expressément que le nœud soit réalisé à une main, puisque l'objectif, c'est que ce nœud soit maîtrisé pour, quand les cordées passeront en binôme, que l'assureur le fasse lui-même. Et il le réalisera à une main, puisque son autre main sera prise par la corde et le blocage. Et donc, une fois que le nœud de sécurité sera fait, le contre-assureur n'aura plus besoin d'intervenir. Petit exemple en vidéo. Réalisation par le contre-assureur à une main. Donc là, c'est Anaïs, 6e, 2e séance d'escalade. Elle a réalisé son nœud de sécu, elle a fait son travail de contre-assureur, elle a fini son rôle pour l'instant. Lors de la phase de descente, c'est l'assureur qui défera donc le nœud de mule lorsqu'il arrivera à portée de ses mains lors de la phase de descente. Petite illustration, donc, il descend, le nœud se rapproche de sa main, il le défait, et donc le nœud est très facile à défaire d'une main, mais pour autant, s'il est sollicité dans l'autre sens, donc sur l'autre bras, il se serre à l'inverse de se défaire, on est bien d'accord. Par rapport au contenu d'enseignement, donc les contenus d'enseignement, on a fait l'effort que
les mêmes contenus reviennent dans les trois étapes. Donc les contenus vont concerner 3 choses fondamentales. Le quand réaliser le nœud. Les contenus d'enseignement, c'est genou aux 3 mètres. Si le nœud est fait avant, tout comme une queue de vache d'ailleurs, si le nœud est fait avant, il n'a pas le temps d'intervenir et le grimpeur fait un retour au sol avant même que le nœud se bloque dans le système d'assurage. Donc c'est fondamental. Les genoux aux 3 mètres, donc à la première dégaine. Le nœud doit être confectionné. Deuxième type de contenu d'enseignement, c'est le comment faire ce nœud. Et on va parler de la méthode pouce. Alors la méthode pouce, donc en image, les contenus d'enseignement, ce sera uniquement attraper la corde pouce vers le bas, pouce vers le haut, agrandir la boucle pour saisir le brin qui est dans la boucle, ce qu'a fait Anaïs tout à l'heure en tant que contre-assureur. Troisième type de contenu, le comment défaire le nœud. La main gauche bloque, elle est donc sur le brin de vie sous le système d'assurage, et la main droite défera le nœud, comme sur la petite illustration présente à droite. Ces 3 contenus, genoux aux 3 mètres, méthode pouce et main gauche bloque, main droite défait, traversent l'ensemble du cursus nœud de mule entre guillemets, et ils vont être invariants. Donc dès la première séquence, les bases sont bloquées, sont figées, et donc l'élève utilise et sollicite les mêmes contenus d'enseignement pendant l'ensemble des étapes. Sur la deuxième étape, donc le permis montée. À la montée, c'est l'assureur qui va cette fois réaliser le nœud de sécu sous les yeux de l'enseignant, puisque le gros défaut que peuvent avoir les élèves, c'est qu'ils vont garder la main sur le brin haut et réaliser le nœud sur le brin bas sans blocage. Donc on leur demande bien de descendre la main sur le brin de vie pour réaliser le nœud de sécu. L'assureur défera le nœud à la descente, ce qui donne, donc voilà, le grimpeur arrive aux 3 mètres. L'assureur va devoir bloquer son grimpeur et appeler son enseignant. Il réalise son nœud sous les yeux de l'enseignant et le grimpeur reprend sa progression. Donc à ce stade-là, déjà, le temps d'engagement moteur est déjà augmenté puisque les trinos ont disparu, les cordées fonctionnent en binôme et le volume de grimpe augmente de manière significative. En termes de contenu d'enseignement, on va retrouver les mêmes. Quand réaliser le nœud, c'est toujours stop, genou 3 mètres. Comment défaire le nœud, comment faire le nœud, pardon. La seule variable, c'est que les élèves doivent réaliser le nœud sous les yeux de l'enseignant et donc l'appeler avant de le réaliser pour que l'enseignant vérifie bien qu'il y a blocage avant réalisation du nœud humain. La méthode pouce reste valable, pouce vers le bas, pouce vers moi, araignée pour agrandir la boucle et tirer. Les contenus sur la descente sont les mêmes, la main gauche bloque, la main droite défait, c'est exactement les mêmes qu'en première étape. Enfin, le permis autonome. À la montée, l'assureur réalise le nœud. À la descente, il défait lui-même le nœud. Et tout ça en autonomie. Donc plus besoin de faire appel à son enseignant. Mais l'enseignant vérifie, 1, si le nœud a bien été fait aux 3 mètres. 2, s'il a été fait correctement. Et voilà, c'est les cordées qui se voient attribuer le permis autonome ont fait la preuve de la maîtrise technique. Donc normalement, à ce stade-là, il n'y a plus d'erreur. Voilà, on privilégie effectivement les grimpeurs d'AS ou les grimpeurs qui ont très vite progressé dans les étapes. Voilà, donc Ilan, là, son grimpeur arrive à la deuxième dégaine, il en avait déjà réalisé un à la première. Le grimpeur n'a même plus besoin de stopper sa progression. Il est tellement à l'aise, ça lui a pris 3 secondes. Il descend sa main, il réalise son nœud de sécu, il reprend l'assurage. Et une fois de plus, l'enseignant est déchargé, entre guillemets, d'une tâche sécuritaire, mais il peut enseigner l'escalade et pas gérer des nœuds de sécu, puisque là, la cordée est autonome parfaitement dans la gestion de ces nœuds de sécu. Les contenus d'enseignement, ce sont les mêmes. On n'a plus besoin d'appeler l'enseignant, c'est toujours genou aux 3 mètres, méthode pouce, main gauche bloc, main droite défait. Les contenus sont inchangés par rapport à l'étape précédente. Si on se résume, on est donc passé d'une autonomie réduite à une autonomie de plus en plus importante dans la gestion de ces nœuds. Le temps d'engagement moteur, ce qui nous est notre pilote en termes d'apprentissage moteur spécifique à l'escalade, est de plus en plus important. Et le temps d'enseignement est lui aussi de plus en plus important. Et l'enseignant peut être efficace et donner des contenus, donner des feedbacks au pied des voies plutôt que faire des nœuds, vérifier des nœuds de 8 et se cantonner à ce rôle. Les contenus, donc petit résumé des contenus, toujours les mêmes, quand, comment faire, comment défaire, nœud aux 3 mètres, méthode pouce, main gauche bloc, main droite défait. Et donc ça, les élèves de 6e, dès la 2e, 3e séance, ne fonctionnent plus en trinôme et sont en binôme avec nœud de sécu réalisé sous le contrôle de l'enseignant, sous ses yeux, mais ils ne ratent pas ce nœud-là et ça fonctionne vraiment avec un groupe classe.